La fin du règne d'Aegon Targaryen dit le Conquérant s'est déroulée sans encombre. Le premier monarque targaryen avait réussi à renforcer son autorité sur le continent de Westeros en pacifiant les régions agitées, puis en légiférant afin de consolider les bases du trône de fer. Malgré son échec de conquête à Dorne, Aegon jouissait d'une bonne réputation, faisant de nombreux voyages pour découvrir et mieux connaître les sujets de son nouveau royaume. Un règne qui s'est stoppé brusquement en l'an 37 après la conquête, avec une crise cardiaque alors qu'il était en train de montrer son royaume à ses petits-enfants sur la table peinte de Père Dragon. Son fils aîné, Aenys Targaryen, a la lourde tâche de lui succéder après avoir été longtemps préparé à cette fonction. Ainsi, lorsqu'on se penche sur la chronologie de son règne, qui débute en l'an 37 pour s'achever au début de l'année 42 après la conquête, on peut se demander ce qu'il s'est passé pour que son règne soit aussi bref. En réalité, même si la chronologie laisse à penser le contraire, beaucoup de péripéties accompagnent son règne qu'on pourrait qualifier d'assez instable. Dès son couronnement devant le bûcher funéraire de son père, le grand maître offre la couronne du conquérant à Aenys, tandis que son frère, Maegor Targaryen, s'agenouille avec les seigneurs présents pour rendre hommage au nouveau roi. Aenys relève son frère et lui dit ceci: « Frère, plus jamais tu ne devras t'agenouiller devant moi, nous régnerons ensemble sur ce royaume, toi et moi. » Une volonté d'inclure davantage son frère dans l'exercice du pouvoir pour bénéficier au mieux de son expertise. C'est alors qu'il tend l'épée feu noir à Maegor en lui disant ceci: « Tu es plus apte à porter cette lame que moi, manie-la à mon service et je serai satisfait. » Désormais, le frère du roi détenait les deux épées en acier valyriens, feu noir et noirceur, puisque pour rappel, sa mère, la reine Visenya Targaryen, lui avait offert sa propre épée lorsqu'il avait 13 ans. Maegor redonne noirceur à sa mère, se déplaçant désormais avec l'épée feu noir à sa ceinture. Un cadeau royal lourd de conséquences lorsqu'on sait ce qui arrivera par la suite. Dès que les rites funéraires sont terminés pour le conquérant, Aenys et sa famille font route vers Port-Réal pour se rendre compte de l'avancée des travaux. À l'époque, son père avait chargé sa sœur épouse Visenya Targaryen de diriger les travaux pour aménager une grande forteresse. Le trône de fer était placé seul au milieu des gravats et de la boue, tandis que les ouvriers sculptaient les pierres. La structure en bois de Fort Aegon avait été démantelée, et le nouveau roi constatait que les travaux des fondations avançaient très bien. Après avoir reçu une acclamation populaire, Aenys prend la route de Villevieille afin de recevoir la bénédiction du grand septon. Le roi préfère effectuer ce voyage par la voie terrestre avec sa famille, laissant ses plus jeunes enfants à Père Dragon, tandis que son dragon Vif-Argent le suit depuis les cieux. En conséquence, il organise un véritable périple qui l'emmène à Accalmie, puis les marches de Dorne, pour ensuite arriver à Villevieille. Le voyage de retour prévoit des arrêts à Haut-Jardin, Port-Lanis et Vizeg, avant de retourner à la capitale. Tout au long de ce voyage, la population salue le roi et sa suite. Contrairement à ses frères qui apprécient beaucoup ce voyage en compagnie de leur père, la princesse Rhaena fait preuve d'une extrême timidité à chaque étape. Elle semblait mal à l'aise sans son dragon Songe-Feu, ni l'une de ses amies d'enfance, une situation rapidement résolue une fois que la reine Alyssa fait venir l'ami de Rhaena auprès de sa fille. Lorsqu'il arrive au septuaire étoilé, Aenys se voit offrir une couronne d'or avec le visage des 7 dieux gravés dessus. Mais à travers le royaume, beaucoup doutaient des capacités d'Aenys. Le trône de fer demandait de fortes compétences guerrières pour être gouverné, des capacités qui semblaient incompatibles avec Aenys, contrairement à Maegor qui ressemblait davantage à son père. Bien évidemment, la reine douairière Visenya Targaryen est à l'origine de ces rumeurs, affirmant qu'Aenys se rendait compte de ses propres limites, d'où le fait qu'il aurait offert l'épée feu noir à son frère. Certains seigneurs de Westeros semblent même prêts à saisir cette opportunité de se désengager du trône de fer, en prenant ainsi leur revanche sur les Targaryens, considérant que c'est le bon moment pour agir puisque ce nouveau roi est jugé comme étant très faible. Les premières agitations se manifestent dans le Conflent, une terre gouvernée par la maison Tully. Le conquérant avait confié la forteresse d'Arenol à son maître d'armes, Canton Coeris, et ce dernier avait épousé une fille du lord de Tully pour renforcer leur autorité mutuelle sur cette région. Canton décède en l'an 9 après une chute à cheval, et c'est son petit-fils, Gargon Coeris, qui hérite du titre de seigneur d'Arenol. Ce dernier avait la fâcheuse habitude de s'inviter aux mariages qui ont lieu sur ces terres afin d'exercer son droit de première nuit sur les jeunes épouses. Une mauvaise réputation s'installe, à tel point qu'on le surnomme Gargon l'invité. Alors que le roi Aenys termine sa pérégrination royale à Vivzeg en l'an 37, le père d'une pucelle que Gargon avait déflorée après un mariage ouvre une poterne d'Arenol à un hors-la-loi qui se faisait appeler Arène le Rouge. Ce bandit notoire prétendait être le petit-fils d'Arène le Noir, le dernier souverain des îles de Fer et du Conflent qui avait rôti dans la forteresse d'Arenol.
Arène le Rouge s'empare de Gargon pendant son sommeil, l'emmène au bois sacré puis il le tue après l'avoir émasculé et donne ses parties intimes à ses chiens, éteignant au passage la maison Coeris. Une occasion saisie par Arène qui se proclame sire d'Arenol et roi du Conflant. Il ne se considérait pas comme Fer-né et n'avait donc par conséquent pas de prétention sur les îles de Fer. Mis au courant de la situation, le lord de Tully suggère à Aenys de monter sur son dragon vif-argent pour résoudre cette insurrection comme l'avait fait son père à Arenol. Mais contre toute attente, Aenys hésite et refuse d'intervenir, sans doute par mauvais souvenir suite à la mort de sa mère, la reine Rhaenys, alors qu'elle chevauchait son dragon Meraxès au-dessus de la forteresse de d'Enfer. Plutôt que d'agir seul, le roi ordonne au lord de Tully de rassembler ses hommes puis ils se mettent tous en route vers Arenol. Une fois arrivés sur place, ils ne trouvent rien à part des cadavres. Arène le Rouge s'était mystérieusement enfui dans les bois. De fait, Aenys décide de se remettre en route pour Port-Réal et une fois arrivé à la capitale, il constate que la situation a dégénéré dans d'autres régions. Au Val, Jonos Arryn, le frère cadet du seigneur, avait dépossédé et enfermé son propre frère, Ronel Arryn, tout en se proclamant roi de la montagne et du Val. Dans les îles de Fer, un nouveau prêtre-roi se présente comme Lodos le 2 fois noyé, soi-disant de retour des abysses après avoir discuté avec son père, le dieu noyé. Et pour ne rien arranger, dans les montagnes rouges de Dorne, un bandit appelé le roi Vautour rassemble des Dorniens autour de lui pour se venger des Targaryens après la guerre contre Dorne. Le roi Vautour n'est pas soutenu par la princesse Deria Martell, bien qu'il est toutefois surprenant que ce roi arrive à rassembler autant de troupes avec lui. Ce dernier parvient à s'emparer du château d'Avre-Noir, la demeure de la maison Dondarion, lui mettant le feu non sans avoir coupé le nez du lord Dondarion qu'il avait insulté sur sa prétendue odeur nauséabonde. Avec ces 4 révoltes, le roi semblait incapable de décider par où commencer, d'autant qu'il ne comprenait pas pourquoi de telles insurrections avaient lieu. Dans un premier temps, Aenys veut se montrer compréhensif en dépêchant des messagers pour parlementer avec les seigneurs rebelles. Il voulait connaître les raisons de leurs actes et comprendre, mais il change brusquement d'avis. Craignant pour la sécurité de sa famille, il envoie sa femme et ses enfants à Père-Dragon, alors qu'il demande à Aline Castelfoyer, sa main du roi, d'appareiller la flotte royale pour aller mater la révolte dans le Val d'Arryn. Lorsque les navires se préparent à lever l'ancre, Aenys annule subitement l'ordre car il ne voulait pas déposséder la capitale de sa flotte. Au passage, il envoie sa main du roi traquer Arène le Rouge dans le Conflant avec une centaine d'hommes seulement. En catastrophe, Aenys réunit un grand conseil de guerre pour discuter de la marche à suivre. Pendant que le roi semblait hésitant, les seigneurs des régions concernées par ces troubles décident de se charger des rebelles par leurs propres moyens. Le seigneur Royce réunit des bannerets autour de lui et se met en marche vers les Airiers pour faire plier Jonos Arryn. Après une courte bataille où il est défait, Jonos accepte de restituer son frère et il précipite Ronel Arryn par la porte de la lune en guise de provocation. Jonos se pensait à l'abri dans sa forteresse jusqu'à ce que se présente Maegor sur le dos de Balerion. Le fils du conquérant avait finalement réussi à revendiquer un dragon et ce n'était ni plus ni moins que Balerion la Terreur Noire. Plutôt que d'affronter le feu du dragon, la garnison dépose les armes puis il livre Jonos Arryn au lord Royce qui le précipite à son tour par la porte de la lune. Maegor se montre sévère avec les mutins qui avaient rejoint Jonos, leur réservant la corde et non une mort digne par l'épée. Hubert Arryn, le cousin des 2 frères, hérite de la seigneurie du Val, d'autant qu'il était déjà marié à une Royce qui lui avait donné 6 garçons. La succession et continuité de la maison Arryn étaient par conséquent assurées. Dans les îles de Fer, le seigneur Goren Greyjoy est confronté au retour du prêtre-roi Lodos, mais cette révolte ne dure que quelques jours. Goren organise un véritable massacre sur les îles de Vieux-Wick et Grand-Wick, parvenant à tuer Lodos II du nom ainsi que tous ses fidèles. Il met la tête du prêtre-roi dans le sel pour l'expédier jusqu'à la capitale. Une fois ce cadeau reçu, Aenys Targaryen jubile en accordant ce qu'il souhaite au seigneur Greyjoy. Une proposition loin d'être tombée dans l'oreille d'un sourd, puisque Goren demande au roi l'autorisation d'expulser les Septons des îles de Fer. Le seigneur Greyjoy voulait avant tout prouver qu'il était un véritable Fer-né, un adepte du dieu noyé, afin d'éviter qu'un nouveau Lodos n'apparaisse ultérieurement. Contraint par la parole donnée, Aenys accepte la demande du seigneur des îles de Fer. Mais la révolte la plus dangereuse était dans les marches de Dorne. Bien que la princesse Deria Martell continuait de dire qu'elle n'y était pour rien, beaucoup pensent qu'elle jouait un double jeu en fournissant du matériel aux rebelles. C'est ainsi que le roi Vautour parvient à rassembler une grande armée d'environ 30 000 hommes autour de lui, mais composée en grande partie d'hommes sans expérience. Il divise ses forces en 2, l'une part en direction de l'ouest vers Serena et Corcolline, tandis que l'autre, sous le commandement du lord Will, part vers l'est en direction de Pierrehome.
Lord Horys Baratheon se présente devant Pierrehome pour défendre cette forteresse, parvenant à mettre en déroute les Dorniens. Il faut dire que malgré leur surnombre, les rebelles n'étaient pas tous des combattants et encore moins des chevaliers. Alors qu'on lui présente le Lord Will captif, Horys Baratheon demande à ce qu'on lui coupe sa main en remboursement de la sienne prise par son père. Après lui avoir coupé la main, il lui tranche également l'autre main et les 2 pieds en guise d'intérêt. Lors du voyage de retour, Horys décède avec un large sourire dans sa tente en contemplant les pieds et mains accrochés comme des trophées. Son fils, Davos Baratheon, lui succède à la seigneurie des Terres de l'Orage. De l'autre côté, le roi vautour est rapidement encerclé par les seigneurs venus défendre Serena. Le plus hargneux défenseur de cette région n'est autre que Samwell Tarly, le sire de Corcolline, à tel point qu'on le surnomme Sam le Sauvage, vu qu'il abattait des dizaines de Dorniens avec son épée en acier valyrien Corvenin. Bien que le roi vautour avait 2 fois plus d'hommes que ses adversaires, ses troupes sont inefficaces face à des chevaliers en armure. Abandonnant le combat, les Dorniens s'enfuient, déclenchant une véritable traque appelée la chasse aux vautours. Le roi rebelle est capturé par les Tarly, attaché nu entre 2 poteaux par Lord Samwell et laissé dans le désert afin qu'il soit dévoré par des vautours. On considère que la mort du roi vautour met un terme à la 2e guerre dornienne, bien que pour rappel, Dorne n'a pas officiellement participé à ce conflit. Quant à Arène le Rouge, le premier et dernier des rebelles encore en vie, il est débusqué dans un village près du lac de l'Œil-Dieu. Dans son dernier combat, il parvient à tuer Aline Castelfoyer avant d'être terrassé par l'écuyer de la main du roi, un certain Bernard Brune. En remerciement pour son acte héroïque, Bernard Brune est adoubé chevalier sur ordre d'Aenys, alors que le roi récompense les autres seigneurs de Westeros qui l'ont aidé à vaincre ces insurrections. Il réserve aussi de grands honneurs à son frère lors de son retour à Port-Réal. Accueilli en héros, Maegor est nommé main du roi par Aenys devant une foule qui les acclamait. Au même moment, à Pendragon, 2 œufs de dragon viennent à éclore et cela est interprété comme un bon signe après tant de difficultés. Le royaume sort renforcé de ses épreuves et la relative alchimie du duo à la tête du royaume semble porter ses fruits entre les années 37 et 39. Aenys désirait être aimé de son peuple, se prenant d'intérêt pour les sciences et arts. Ce n'est pas forcément le cas de son frère Maegor, qui ne ressentait aucun attrait pour ses distractions, préférant guerroyer dans les tournois et ne vivant que pour la guerre. On le considérait comme l'un des meilleurs chevaliers de Westeros, bien que sa brutalité envers les vaincus ne soit pas une qualité aux yeux des autres seigneurs. Alors que Aenys cherche à satisfaire en répondant avec clémence aux difficultés, son frère Maegor réplique par sa poigne de fer et le feu de son dragon. Le grand maître remarque que le roi a confiance en tout le monde et qu'il est influençable, alors que de l'autre côté, Maegor n'a confiance en personne tout en étant aussi rigide qu'une barre de fer qu'on ne peut pas tordre. En l'an 39, la reine Alyssa donne naissance à une fille, Vayla, qui meurt tragiquement quelques jours seulement après sa venue au monde. Au même moment, Maegor Targaryen scandalise le royaume en annonçant que sa femme, Cerise Hightower, est stérile et qu'il a pris pour seconde épouse Aly Serpivoix, la fille du nouveau lord d'Harrenhal. Un mariage secret avait été célébré à Pendragon par Visenya, sans l'approbation du roi évidemment, puisqu'il n'en avait pas connaissance. Étant donné que le septon de Pendragon refusait de les unir, le mariage avait été célébré dans la pure tradition valyrienne, c'est-à-dire une union par le sang et le feu. Lorsque la nouvelle arrive aux oreilles du roi, Aenys et Maegor se disputent très violemment. Le père de Cerise Hightower se joint également à la querelle, demandant à ce que la nouvelle épouse du prince soit répudiée officiellement. Il en va de même pour le grand septon de Villevieille, qui dénonce cette union qu'il n'hésite pas à qualifier de péché. Mais le prince Maegor tient tête en disant que son père avait pris 2 épouses et que la foi a le droit de dicter sa loi pour les hommes de moindre rang, mais qu'elle n'a certainement pas le droit d'en faire autant pour les héritiers du sang de dragon. Le roi Aenys cherche à calmer les esprits, mais c'est trop tard. Les paroles insultantes de Maegor envers la foi et les autres seigneurs circulent à travers tout le royaume. C'est alors qu'Aenys offre un choix à son frère. Il doit répudier sa seconde épouse pour revenir auprès de la première, ou bien il doit subir 5 années d'exil. Têtu comme un dragon, Maegor choisit l'exil et se prépare à partir avec Aly Serpivoix et son épée feu noir. Aenys lui demande de restituer l'épée de son père, mais Maegor lui répond dans une ultime provocation « J'invite volontiers votre grâce à essayer de me l'enlever ». Puis il part sur le dos de Balerion en traversant le détroit en direction de la cité de Pentos. Afin de remplacer son frère, Aenys nomme le septon Murmison comme nouvelle main du roi. Il s'agit d'un religieux qui, dit-on, était capable de soigner toutes les blessures par apposition de ses mains. Quant à Lady Cerise Hightower, elle est délaissée à Port-Réal par Maegor avant que le roi ne demande à Murmison de soigner sa soi-disant infertilité en posant ses mains sur son ventre. Lassée par ce rituel, la Lady Hightower décide de retourner à Villevieille auprès de sa famille.
Le roi pensait que la situation se calmerait toute seule en nommant un septon comme main du roi, mais les braises continuent à prendre feu petit à petit. Le grand septon de Villevieille n'arrête pas de critiquer le roi en s'interrogeant sur sa capacité à bien gouverner, alors qu'il ne pouvait pas se faire respecter de son propre frère. Mais Aenys ne semblait pas avoir conscience que son royaume était mécontent, puisqu'il était accaparé par un tout autre projet. Son nouveau château commence à s'élever sur la colline d'Aegon avec de la pierre de couleur rouge pâle, une structure que l'on connaîtra plus tard sous le nom de Donjon Rouge. Pourtant, en l'an 41, le roi commet l'erreur de trop pour la fois en annonçant son intention de marier sa fille Rhaena Targaryen avec son fils et donc frère Aegon Targaryen, qui était l'héritier du trône de fer. Même si Aegon n'avait pas de dragon, il lui arrivait de monter sur son cheveu en compagnie de sa sœur, et beaucoup disent qu'il avait la même carrure que son grand-père Aegon le Conquérant. Considérant les pratiques des Targaryens, une union entre ces deux enfants apparaît comme une évidence pour Aenys, d'autant que l'affection entre eux semblait réciproque vu qu'ils n'ont pas fait d'objection à cette union. Inutile de préciser qu'une telle décision est accueillie hostilement à Villevieille, où le grand septon considère cette union comme une obscénité et abomination à la vue des dieux et des hommes. L'indécision du roi Aenys était connue de tous dans le royaume depuis des années, mais il s'obstine à vouloir maintenir ce mariage. Sa tante Visenya lui dit qu'il n'a que deux choix possibles devant une telle situation. Soit il abandonne son projet d'unir ses enfants en les mariant à d'autres familles, soit il prend son dragon vif-argent pour aller forcer la main du grand septon à Villevieille en brûlant le septuaire étoilé. Dans son entêtement et hésitation légendaire, Aenys ne fait curieusement ni l'un ni l'autre. Durant le banquet des noces qui ont lieu à Port-Réal la même année, le roi octroie le titre de prince de Père-Dragon à son héritier. C'est alors que toute la salle est silencieuse, à la limite choquée, puisque ce titre appartenait au prince Maegor. C'est suite à cet événement que Visenya se lève et quitte la grande table sans la permission du roi pour s'en aller à Père-Dragon avec son dragon Vhagar. Aenys ne semblait pas prendre pleinement conscience de ce qu'il se passait en toile de fond à chaque fois qu'il prenait une décision. Souhaitant retrouver la paix d'antan, il décide d'organiser une grande pérégrination royale afin que les jeunes mariés puissent rencontrer leur peuple. La princesse Rhaena demande l'autorisation d'emporter son dragon son cheveu avec elle, mais le roi refuse puisqu'il ne veut pas que son fils Aegon ne soit mal vu, étant donné qu'il n'a pas de dragon. Une erreur monumentale pour le roi, qui avait mal jugé la portée des paroles du grand septon à travers tout le royaume. Dès leur départ, le jeune couple est pris pour cible par des insultes à chaque étape du voyage. Le seigneur Herpivois, qui était à Harrenhal, refuse même de leur ouvrir les portes de sa forteresse s'ils n'acceptent pas de reconnaître Lady Alice Herpivois comme la véritable épouse de leur oncle Maegor. Plus loin dans le conflant, ils sont la cible de jets de mottes de terre de la part de pauvres compagnons, une secte religieuse au service de la foi des Sept. Au même moment, la main du roi est excommuniée par le grand septon en punition pour avoir célébré le mariage entre les deux Targaryens. Aenys écrit une lettre à sa sainteté pour demander la réhabilitation du septon Murmison en lui expliquant l'histoire des mariages au sein des maisons de l'ancienne Valyria. La réponse du grand septon ne s'est pas fait attendre et elle est si violente qu'on dit que le roi a changé de teint en la lisant. Dans cette lettre, le dirigeant de la foi qualifie Aenys de roi abomination, le traitant d'imposteur et de tyran, refusant son autorité et contestant son droit à régner sur Westeros. C'est cet acte qui est traditionnellement retenu comme déclencheur de la guerre de la foi, bien que le feu était depuis longtemps attisé. Dès l'instant où le grand septon fait réponse au roi, les fidèles de la foi s'exécutent en frappant le royaume. Moins d'une quinzaine de jours après, le septon Murmison est attaqué dans la capitale alors qu'il traversait la ville dans sa litière. La main du roi est découpée à coups de hache par des religieux, tandis qu'ils se retranchent dans la colline de Rhaenys en fortifiant leur position dans le septuaire du souvenir. Le roi savait qu'il n'était pas en sécurité et préfère organiser son départ en direction de Père-Dragon. Pour une fois, le roi avait plutôt bien anticipé la situation, puisque 3 jours avant son départ, 2 pauvres compagnons parviennent à escalader le mur d'enceinte de la résidence royale pour faire irruption dans la chambre du roi. Ce n'est que grâce à l'intervention salvatrice de ses gardes royaux qui parviennent à tuer les 2 assaillants que le roi s'en sort vivant. Aenys embarque en catastrophe pour Père-Dragon, laissant son royaume ainsi que sa capitale en proie à ses fanatiques religieux. Dès qu'il arrive sur l'île, il est accueilli froidement par sa tante Visenya qui lui dit la chose suivante. « Vous êtes un sot et un faible, mon neveu. Pensez-vous qu'un homme aurait jamais osé parler de la sorte à votre père? Vous avez un dragon, utilisez-le. » Puis elle le somme de se rendre à Villevieille pour brûler le grand septon ainsi que le septuaire étoilé, ou bien de lui donner la permission d'y aller sur le dos de Vhagar pour mettre fin à cette crise religieuse. Mais Aenys ne veut pas en entendre parler, préférant renvoyer la reine douairière dans ses appartements. Fin de l'année 41, le royaume est touché de plein fouet par une révolte contre la maison Targaryen, et les rebelles se voyaient comme des messagers des dieux, livrant une guerre sainte contre l'abomination.
Port-Réal tombe aux mains des religieux qui en profitent pour chasser les ouvriers qui travaillent sur le donjon rouge. Dans tout le royaume, des pauvres compagnons envahissent les routes, forçant les voyageurs à renier le roi ou font pression auprès des seigneurs locaux pour qu'ils dénoncent l'abomination. Alors qu'ils étaient en plein dans leur pérégrination royale, le couple Rhaena et Aegon est contraint de se réfugier dans le château du seigneur Crakol dans les terres de l'Ouest. À Braavos, on étudie la situation avec attention et une lettre envoyée par la Cité Libre au seigneur Hightower n'hésite pas à qualifier le grand septon de véritable roi de Westeros en tout point hormis le titre. L'année 42 débute de la pire des manières pour Aenys, qui est toujours enfermé à Père-Dragon, dans une indécision et terreur. Le roi n'est âgé que de 35 ans, mais il a l'apparence d'un soixantenaire. Le grand maître qui était présent à ses côtés disait que le roi avait de violentes crampes d'estomac qui le forçaient à rester au lit. C'est alors que la reine Visenya s'occupe de son neveu, améliorant son état de santé pendant un temps, avant de brusquement s'effondrer lorsqu'il apprend la nouvelle au sujet de ses enfants qui sont assiégés à Crakol. 3 jours après ce choc qui l'a littéralement paralysé, le roi Aenys s'éteint subitement. Comme son père le conquérant, il est incinéré dans la cour de Père-Dragon, où toute sa famille était présente, hormis les jeunes Aegon et Rhaena qui étaient toujours reclus à Crakol. Mais curieusement, Visenya n'était pas présente à cette cérémonie. Moins d'1 heure après que le roi ait rendu son dernier souffle, elle s'était envolée avec son dragon Vhagar. Lorsqu'elle revient à Père-Dragon, elle est accompagnée de son fils Maegor qui chevauchait Balerion. Dès qu'il pose le pied à Père-Dragon, Visenya place la couronne du conquérant sur la tête de son fils en le proclamant roi des 7 couronnes et nouveau protecteur du royaume. Inutile de préciser que c'est Maegor en personne qui a refusé de ceindre la couronne d'or de son frère, préférant celle en fer et incrustée de rubis pour s'inscrire dans les pas de son père. Un couronnement plein d'opportunisme pour le deuxième fils du fondateur de la dynastie Targaryen, inaugurant un règne aussi mouvementé que sanguinaire pour le trône de fer. Mais ça, il faudra attendre puisque c'est une toute autre histoire. Je vous remercie de m'avoir prêté une oreille attentive pour cette version longue du règne d'Aenys, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle exploration de l'histoire de Westeros. Salut à tous!